Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. À Copan, vous avez un escalier hiéroglyphique qui domine le terrain de jeu de balle, le transformant en une véritable tribune. À Tonina, l'esplanade, elle, est occupée par un temple précédé de 5 groupes de sculptures. En face se trouve l'acropole, au pied de laquelle 5 piédestaux supportent des statues de dignitaires. Enfin, à Uxmal, un terrain de jeu de balle est implanté au pied du palais, qu'on appelle des nonnes, résidents du pouvoir terrestre, dominés par la pyramide. Tous les édifices sont reliés entre eux par une immense chaussée pavée et par plusieurs séries de stèles, les réunissant comme ça dans un seul et unique ensemble. L'agencement des différents édifices, d'ailleurs, varie d'une ville à l'autre, vous l'avez compris, mais on retrouve systématiquement les mêmes éléments, la pyramide, le palais, la grande place et le terrain de jeu de balle, qui est très important. Ces 4 éléments ne sont pas de simples bâtiments comme ça qui participent à la vie quotidienne de la cité. Ils sont aussi un caractère symbolique. Ils évoquent l'idée du cosmogramme en matérialisant les 3 niveaux du monde maya. La cité s'organise selon un axe à la fois vertical et horizontal. La valeur symbolique lie intimement architecture, sculpture et urbanisme dans un ensemble qu'on qualifierait d'homogène. La ville devient elle-même une image de la cosmogonie maya. Je reviendrai sur toute la partie religieuse, évidemment, dans la prochaine émission. Le terrain de jeu de balle joue un rôle fondamental dans l'urbanisme maya. Le plus célèbre, c'est celui d'Uxmal. Il s'agit d'un immense terrain où les Mayas jouent au poc-tapoc. C'est un sport qui se pratique avec une balle, vous l'avez compris. Les règles ont malheureusement disparu. Elles ont été détruites par les évangélisateurs espagnols qui voyaient dans ce jeu une pratique païenne, évidemment. Merci à eux, les archéologues interrogent donc les dessins, les gravures et les témoignages écrits qu'on peut avoir des conquérants pour obtenir quelques informations. Donc ce qu'on sait, c'est que le poc-tapoc est un jeu très physique, durant lequel 2 équipes s'affrontent. Le but semble simple, il s'agit de faire rebondir la balle le plus possible pour empêcher qu'elle touche le sol. Mais évidemment, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Il est interdit de toucher la balle avec les mains ou les pieds. Les joueurs doivent donc déployer toute leur adresse et leur imagination pour faire rebondir la balle avec seulement les épaules, les avant-bras, les genoux et les hanches. Ça relève d'un véritable exploit puisque la balle est faite en latex, que les Mayas prélèvent des arbres, des arbres à caoutchouc, vous savez. Alors ils le pétrissent pour obtenir de grosses boules pleines qui pèsent de 3 à 8 kilos, ce qui est très important. Pas étonnant que les pieds et les mains soient interdits, ça leur ferait extrêmement mal. Les joueurs risqueraient évidemment de se casser les doigts ou les orteils. Et donc pour protéger les membres de leur corps qui entrent en contact avec la balle, ils disposent de tout un équipement particulier, des bracelets, des genouillères et une ceinture renforcée en cuir passée autour des reins. Les 2 équipes s'affrontent sous les yeux de la population, des prêtres et du souverain. Elles doivent pousser leurs adversaires à commettre le plus de fautes possible pour gagner des points. Mais pour être certain de remporter le match, il faut parvenir à faire passer la balle à travers un anneau de pierre fixé au mur à 3 mètres au-dessus du sol. Un véritable exploit. Une partie est donc un spectacle impressionnant qui peut durer une journée entière. C'est pas très très loin du jeu des Aztèques. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'un simple sport. C'est aussi un rite en rapport avec la course du soleil. En effet, la balle représente l'astre diurne et les rebonds symbolisent les différentes épreuves qu'il doit affronter lors de son parcours dans le monde souterrain. Les prêtres qui assistent au match interprètent les actions des joueurs qui sont pour eux des présages sur la fertilité, la croissance végétale. Si le résultat leur semble de mauvais augure, ils sacrifient un prisonnier de guerre à la fin du match en le décapitant au milieu du terrain. On ne sait jamais, on n'est jamais trop prudent. Et encore une fois, je trouve qu'on devrait le faire aussi, nous, ce serait marrant, ça rendrait les Coupes du Monde et les Championnats d'Europe un peu plus amusants. La cité est embellie par une abondance de monuments sculptés destinés à être vus et indissociables de vastes espaces publics où la population vient se rassembler pour fêter la puissance du roi et de sa dynastie.
Et là, les édifices sont tous envahis de sculptures réalisées par de véritables artistes. Les décors grandioses qui ajoutent à la majesté des bâtiments officiels représentent un exploit extraordinaire parce que les sculpteurs ne disposent encore une fois que d'outils en pierre. Ils sont appuyés par une main-d'œuvre considérable, leur permettant de réaliser les décors, des linteaux, des poutres, des autels et des stèles où s'entremêlent formes humaines, formes animales et géométriques. Des milliers d'ouvriers passent leur vie entière à tailler, lever, polir des pierres entre les semailles et la moisson, parce qu'encore une fois, il ne faut pas oublier, c'est la base de leur économie. La pyramide de Washington est composée de plusieurs pyramides superposées dont la base sert de plateforme. Les 4 côtés de l'édifice forment 4 escaliers ornés de part et d'autre de 18 masques de jaguars en pierre recouverts de stuc. Leur gueule terrifiante s'ouvre et laisse apparaître d'énormes crocs. La tête de ce félin se retrouve aussi bien d'ailleurs au Mexique, au Tabasco des Olmecs qu'à Chavin au Pérou. La pyramide et les 3 temples sont parfaitement alignés avec la trajectoire du soleil, quelle que soit l'époque de l'année. Le complexe n'est donc pas seulement un sanctuaire, c'est aussi un immense cadran solaire qui marque les solstices et les équinoxes. Il sert à déterminer les dates des cérémonies agraires qui ne peuvent relever du simple hasard. L'escalier de Copan compte 75 marches, ce qui correspond au nombre de jours bissextes, 15 x 5. Les monuments sont recouverts de motifs ciselés, des reliefs, des ornements, des frises et des sculptures qui ont tous un rapport avec une date précise. Chaque édifice, vous avez compris, est un calendrier pétrifié. Rien n'est laissé au hasard. Même l'esthétique des monuments est directement liée aux mathématiques. Les édifices monumentaux et leurs pompeux décors dont je vous parlais reflètent la puissance de la classe dirigeante et des prêtres qui ne perdent jamais évidemment une occasion d'impressionner, c'est le cas partout, et de terrifier la foule des personnes du commun. Chaque stèle, chaque fête publique est propice à de somptueuses cérémonies durant lesquelles ils chantent, ils dansent et ils invoquent les divinités de la pluie et de la fertilité. Les monuments mayas paraîtraient massifs sans les bas-reliefs modelés en stuc ou les blocs de pierre sculptés qui les revêtent. L'harmonie des décors et des proportions des figures et la manière dont les sculpteurs utilisent les jeux d'ombre et de lumière classent ces artistes parmi les meilleurs du monde. La ronde bosse est relativement rare. En revanche, tout est sculpté. De splendides bas-reliefs représentent des divinités, des prêtres ou des chefs, motifs qui recouvrent également les grandes stèles de Copan, sculptées profondément ou au contraire légèrement incisées, évoquant la gravure. La sculpture classique de Petén ou du Chiapas se distingue de celle du Yucatan par son réalisme et par le dynamisme des personnages représentés dans des attitudes diverses. Au contraire, l'art du Yucatan préfère des motifs symboliques, abstraits. La surface des stèles, des palais et des temples est-elle entièrement sculptée. La décoration envahit l'espace avec une profusion qui écrase d'ailleurs un peu l'architecture. L'insertion de l'iconographie dans le contexte architectural ajoute à la dimension spatiale une dimension temporelle. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.